Je voudrais exprimer notre gratitude à l'Arabie Saoudite pour avoir permis la tenue de la rencontre entre des représentants russes et américains. Nous avons exprimé cette gratitude personnellement au prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salman, lorsque nous avons été reçus en audience avec le conseiller du président russe, Yuri Ushakov. Nous avons parlé pendant environ 1 heure de nos relations bilatérales et de l'importance d'assurer dans le monde, à défaut d'une entente globale, qui est impossible, au moins la volonté des grandes puissances de maintenir dans toute situation un dialogue normal et professionnel, d'essayer de s'écouter mutuellement, de tirer les leçons de ce qui se passe et d'éviter tout conflit et crise. Cette position du prince héritier Mohammed Ben Salman a été réitérée lors de nos négociations avec la partie américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a particulièrement souligné au début de la conversation l'importance fondamentale pour chaque pays d'être guidé par ses intérêts nationaux dans les relations internationales. Nous sommes entièrement d'accord avec cela, comme avec le fait que ces intérêts nationaux ne coïncideront pas toujours. Mais, quand ils ne coïncident pas, il est très important de régler ces divergences, de ne pas les laisser aller à la dérive, et encore moins de provoquer une confrontation militaire ou d'autres natures. Quand les intérêts nationaux coïncident, il faut tout faire pour unir les efforts dans ces directions et réaliser des projets mutuellement bénéfiques dans la sphère géopolitique et dans les affaires économiques. La conversation a été très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, mais nous nous sommes entendus mutuellement. J'ai des raisons de croire que la partie américaine comprend maintenant mieux notre position que nous avons exposée une fois de plus en détail, avec des exemples concrets dans le cadre de nombreuses interventions du président russe Vladimir Poutine. Premièrement, et probablement le plus urgent, et d'ailleurs pas le plus complexe, c'est d'assurer la nomination rapide des ambassadeurs de Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie, ainsi que de lever les obstacles qui, pendant de nombreuses années, ont été érigés principalement par l'administration de Joe Biden au cours de ces 4 dernières années, à l'encontre de nos missions diplomatiques, entravant sérieusement leur travail. Les expulsions sans fin de nos diplomates, auxquelles nous avons été forcés de répondre, les problèmes persistants de la saisie de nos biens immobiliers et bien d'autres choses. Un problème non des moindres concerne les transferts bancaires qu'ils tentent de restreindre pour nous. Nous répondons naturellement avec réciprocité. Nous avons convenu que nos adjoints se mettraient d'accord très prochainement sur une rencontre et examineraient la nécessité d'éliminer ces barrières artificielles dans le travail des ambassades et autres institutions russes aux États-Unis et américaines en Russie. De plus, ils essaieront de ne pas se concentrer sur une manifestation spécifique de ces obstacles, mais tenteront d'adopter une approche systémique pour mettre fin une fois pour toutes à ces désagréments qui entravent réellement le développement des relations normales quotidiennes. Deuxième accord. Nous avons convenu que dans un proche avenir, un processus de règlement ukrainien serait mis en place. La partie américaine communiquera qui représentera Washington dans le cadre de ce travail. Dès que nous connaîtrons le nom et le poste du représentant correspondant, comme le président russe Vladimir Poutine l'a dit au président américain Donald Trump, nous désignerons immédiatement notre participant à ce processus. Troisièmement, sur un plan conceptuel plus large, au fur et à mesure des processus liés au règlement de la crise en Ukraine, créer parallèlement les conditions pour que notre coopération reprenne pleinement et s'étende à des domaines très variés.
Un grand intérêt a été manifesté, que nous partageons, pour la reprise des consultations sur les problèmes géopolitiques, y compris les différents conflits dans diverses parties du monde, où les États-Unis et la Russie possèdent des intérêts. Un vif intérêt a été exprimé pour lever les obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Le chef du Fonds russe d'investissement direct, Kirill Dmitriev, était présent lors de la discussion des aspects économiques de notre réunion d'aujourd'hui. Il a présenté certains problèmes qui pourraient être résolus assez rapidement au bénéfice tant de la Russie que des États-Unis. Différentes évaluations sont actuellement formulées, principalement positives. Elles viennent aussi du côté américain. Sur quelle voie a-t-on réussi à rapprocher le plus les positions avec les États-Unis sur la voie russo-américaine ou ukrainienne? A-t-on réussi à poser les bases d'une rencontre entre les présidents de Russie et des États-Unis? Quelles sont les prochaines étapes? Aurez-vous des réunions prochainement? Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit que des concessions seraient nécessaires de la part de tous sur le dossier ukrainien. Y a-t-il une compréhension de quelles concessions il s'agit? Concernant les questions sur lesquelles nous avons réussi à parvenir à une entente, cela ne signifie pas nécessairement un rapprochement des positions. J'en ai déjà parlé. Nous avons pratiquement convenu qu'il fallait résoudre une fois pour toutes le problème du fonctionnement de nos missions diplomatiques. Une volonté mutuelle a été exprimée de trouver des solutions concrètes sur les questions de notre dialogue sur les affaires internationales et les relations économiques. Concernant le dossier ukrainien, j'ai mentionné l'accord selon lequel les Américains désigneront leurs représentants. Nous répondrons réciproquement. Après cela, les consultations correspondantes commenceront. Elles auront un caractère régulier. Nous nous sommes rencontrés sur décision des présidents de Russie et des États-Unis, qui sont convenus de travailler à la préparation d'un prochain sommet. À cette fin, les ministres des Affaires étrangères et les conseillers à la sécurité nationale ont été chargés de se rencontrer et d'examiner ce qui doit être élaboré avant que les présidents puissent commencer à convenir d'une date et d'un calendrier précis pour un sommet. Immédiatement après la fin de la réunion, beaucoup d'informations sont apparues, citant des sources proches du processus diplomatique concernant un plan en 3 étapes sur lequel la Russie se serait supposément mise d'accord avec les États-Unis concernant l'Ukraine. Est-ce vrai? Concernant le plan en 3 points, je n'ai pas vu cette information ni ces commentaires. Aujourd'hui, en parcourant les nouvelles, j'ai trouvé une référence à une déclaration du ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski, qui racontait quelque part dans les couloirs de Munich qu'il avait rencontré le représentant américain Keith Kellogg. Il l'a informé d'un certain plan de règlement. Il n'était pas précisé s'il y avait 3 points ou 4. Mais Radosław Sikorski, commentant le plan, a dit qu'il ne pouvait pas révéler les détails. Le plan est atypique, mais pourrait être très intéressant. Aujourd'hui, j'ai demandé au secrétaire d'État américain Marco Rubio et à Mike Waltz ce que cela signifiait. Ils ont répondu que c'était une fake news. La deuxième question concerne les informations circulant, selon lesquelles les Américains auraient posé à l'Union européenne toute une série de questions afin, selon leurs termes, de mieux comprendre ce que l'UE envisage de faire et de quelle manière les États-Unis pourraient être utiles ou impliqués dans ce processus. Je mentionnais ce point, tout en évoquant également le fait que la question spécifique du déploiement potentiel de forces armées de maintien de la paix, supposément après un règlement du conflit ou après la conclusion d'un accord, était également abordée.
Les contingents mentionnés dans ce document intéressent les Américains du point de vue des pays qui seraient prêts à les fournir. Mais il est évident que cette question s'adresse aux États membres de l'Union européenne. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs d'aujourd'hui que nous avons bien noté que le président Trump, dans plusieurs de ses discours, a été le premier parmi les dirigeants occidentaux à déclarer clairement que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est l'une des principales causes de la situation actuelle. Que c'est l'une des plus grandes erreurs de Biden et de son administration, et que si Trump avait été président, il ne l'aurait pas permis. Dans ce contexte, nous avons précisé à nos collègues d'aujourd'hui que le président Poutine a, à de nombreuses reprises, souligné que l'expansion de l'OTAN et l'absorption de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique constituent une menace directe pour les intérêts de la Fédération de Russie, une menace directe pour notre souveraineté. C'est pourquoi avons-nous expliqué aujourd'hui l'apparition de forces armées des mêmes pays de l'OTAN, mais sous un autre drapeau. Que ce soit sous celui de l'Union européenne ou sous des bannières nationales, ne change rien sur le fond. Cela reste inacceptable pour nous. Sergei Viktorovich, lors des négociations au sein de l'ONU, une attaque a visé la station de pompage Krabotkalskaya dans le Kuban. Du pétrole y transite, y compris celui appartenant à des compagnies américaines et européennes. S'agit-il d'une tentative de Zelensky d'envoyer un avertissement à Trump dans le contexte de ses récents contacts avec la Russie? Et deuxièmement, si vous le permettez, les déclarations de certains pays de l'UML exprimant leur volonté de participer aux négociations ne sont-elles pas liées à leurs autres déclarations concernant des droits historiques sur le territoire de Mukhaïlskaya? Concernant cette nouvelle attaque contre l'infrastructure énergétique du Kazakhstan, on peut avancer de nombreuses raisons ou supposer ce qui a motivé cet ordre, donné, en fin de compte, par quelqu'un à Kiev. Mais cela ne fait que renforcer la conviction que cette situation ne peut pas continuer ainsi. Cet homme et toute son équipe doivent être arrêtés. Il faut leur couper les ailes. D'ailleurs, aujourd'hui, nos collègues américains ont suggéré d'instaurer une sorte de moratoire sur les attaques contre les infrastructures énergétiques. Nous leur avons expliqué que nous n'avons jamais mis en danger les systèmes d'approvisionnement en énergie de la population. Nos cibles ont toujours été exclusivement les installations directement utilisées par les forces armées ukrainiennes. Nous avons également rappelé que, dans le cadre des discussions sur une possible reprise de l'accord sur la mer Noire, les médiateurs turcs avaient évoqué la protection des infrastructures énergétiques. Nous étions prêts à en discuter, mais c'est Zelensky lui-même qui a finalement refusé cette proposition. Et la deuxième question, est-ce lié? Oui, c'est lié. Les déclarations de l'Union européenne sur sa volonté de participer aux négociations sont-elles liées à leur intérêt pour certains territoires ukrainiens? Je n'en sais rien, mais de telles discussions ont lieu, et des hommes politiques en Roumanie en ont récemment parlé. Je ne vais pas spéculer. Sergei Viktorovich, Zelensky a déclaré hier qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des négociations entre les États-Unis et la Russie. À votre avis, est-il important que Zelensky participe à ces discussions pour parvenir à la paix? Peut-il espérer y être inclus? Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails, car cette question a été traitée en profondeur par le président Poutine lors de son entretien récent avec Pavel Zarubin. Je n'ai rien à ajouter. Bonjour Sergei Viktorovich. Il est de plus en plus évident que certaines forces tentent de torpiller les efforts visant à rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis. Que doit faire la Russie pour empêcher cela et protéger le processus? Après 4 heures et demie de discussion en tête-à-tête avec les Américains, pensez-vous qu'ils ont définitivement rompu les relations avec la Russie?
Pour empêcher la détérioration du processus de rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis, il faut justement continuer à les rétablir. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, et je peux dire honnêtement que ce n'était pas sans succès. Nous n'avons pas encore tout abordé. Il reste des divergences, mais les présidents ont déjà défini l'approche conceptuelle de cette coopération lors de leurs conversations téléphoniques. Nous avons ressenti chez nos collègues américains une réelle détermination et un engagement concret à aller de l'avant, conformément aux instructions des présidents. Et nous poursuivrons ce travail activement. Merci.